Lorsque nous emballons toute notre vie dans des cartons et que nous déménageons, nous en laissons quand même toujours une partie derrière nous. Notre entourage, notre bar préféré, voire notre pays natal. En règle générale, nous agissons de notre plein gré. Mais qu'en est-il lorsque ce n'est pas le cas? Quand des continents entiers se déplacent et emportent avec eux votre pays pour former à terme un gigantesque supercontinent. L'Amasie est l'une de ces visions du futur. Et sur cet immense continent, France et Allemagne se situeraient au pôle Nord. À vrai dire, nous n'aurons pas vraiment le choix, car les continents sont déjà en mouvement. Mais rassurez-vous, d'ici là, la vie sur Terre aura bien changé. Comme tout déménagement, celui-ci pose bon nombre de questions. Pourquoi on devrait forcément aller vivre en Amasie? Et comment on s'y rendrait? À quoi ressemblera ce supercontinent? Et comment peut-on le savoir à l'avance? Entre nous, qui n'associe pas un paysage de montagne à un sentiment d'éternité? For most of human history, thousands and thousands and thousands of years, people thought that the Earth was fixed. Yeah, there might be some earthquakes, some volcanoes, but by and large, the Earth was stable. Et pourquoi en aurait-on douté? Après tout, mer et continent ont toujours été au même endroit sur les cartes maritimes d'hier et d'aujourd'hui. Mais tout est question d'échelle de temps. The Earth is around 4.5 billion years old, and it's changed a lot. The continents and the oceans have all moved around. If I had a time machine to go back and have a look at some specific periods, it would be very difficult because for the vast majority of Earth history, the planet was alien to us and was hostile to us. Mais ça, nous ne le savons pas depuis longtemps. L'une des premières personnes à avoir émis des doutes sur l'immuabilité de notre planète, c'est Nicolas Ténon. En 1667, ce géologue danois affirme que les glossopètres, littéralement les langues en pierre que l'on trouve dans les montagnes de Toscane, sont en réalité des dents de requin. Mais cette thèse ne peut être étayée que si cet endroit était autrefois un océan. I think that one of the most astounding and surprising facts about our world is that if you go to the top of Mount Everest, you will find fossils. You will find ancient fossils. They are fossil seashells from an ocean from long ago. Le toit du monde aurait donc été jadis un fond marin. N'est-ce pas là la preuve concrète que notre planète est en constante évolution depuis 4,5 milliards d'années? Mais comment passe-t-on d'une telle découverte à l'idée que des continents entiers se déplacent encore aujourd'hui? Et quel lien y a-t-il entre les deux? It was only in the early 20th century that scientists seriously proposed the idea that the land on the Earth, the continents, might move around over time. And the great meteorologist Alfred Wegener, he was the man who put together this first theory that he called continental drift. And some of his evidence was basic stuff, looking at a map of the Earth, seeing that Africa, South America, they looked like they fit together, like puzzle pieces, but they were separated. Alfred Wegener n'avance pas seulement l'idée que les continents dérivent, mais aussi que toutes les surfaces terrestres de notre planète étaient autrefois rassemblées en un seul et même supercontinent, la Pangée. De quoi provoquer un vrai tollé et diviser la communauté scientifique. Das ist ehrlich gesagt eine geopolitische Auseinandersetzung gewesen, also bis hin zu Schlägereien unter Studenten. Wegener konnte die Idee des Superkontinents Pangea natürlich nicht beweisen, vor allem weil ihm ein Motor gefehlt hat, der die Maschine im Erdinneren antreibt. Trouver cette machine au cœur de la Terre équivaut donc à assembler les pièces d'un puzzle. Mais à part les cartes du monde, qu'est-ce qui a bien pu confirmer la théorie d'Alfred Wegener? Some of the strongest evidence that ancient lands may have been connected comes from fossils. And in particular, there's a type of fossil plant called Glossopteris. And it's found in the fossil record of South America
in the fossil record of Africa, and actually all across lands in the southern hemisphere that today are disconnected. Mais quelle force serait capable de déplacer des masses de terre aussi énormes que des continents? Si nous ne levons pas ce mystère, nous ne pourrons jamais savoir d'où nous venons ni prédire ce qui nous attend. The key to understanding why the Earth is changing so much is to understanding what it looks like on the inside. A great analogy for this is to use a boiled egg. So if we look at the inside of an egg, we can see the very center of the egg, the yolk. This represents the core of the Earth. And this is the hottest part of the planet. If we move a little bit further out to the white, this represents the mantle. It's still very hot, but a little bit cooler. At the very, very outer part of the Earth, we have the crust, which is a very thin shell, just like on the egg. D'accord, mais qu'est-ce qui permet au continent de se déplacer? My favorite way to illustrate the plate tectonics is to use a camping stove, a pot, and a little bit of imagination. Imagine you have a big pot of stew. Just like the stew, the Earth is heated from below. Instead of it being a hot plate, it's the decay of radioactive elements that heats the interior of the planet. Plutôt qu'un ragoût, imaginons l'intérieur de la Terre. Les températures extrêmes font fondre la roche qui se transforme en magma brûlant. In both situations, the hot material rises to the surface, it forms into a crust as it cools, and then eventually sinks back down into the deeper part of the stew or the mantle. And this system of hot material rising and cool material sinking is called convection, and it drives plate tectonics on Earth. Et voilà comment ça fonctionne. La croûte terrestre se brise en plusieurs morceaux pour former des plaques. On peut alors imaginer les continents comme des croûtons flottant à la surface, entre des plaques plus solides formant les fonds marins, appelés aussi croûtes océaniques. Ceux-ci sont plus denses et plus lourds que les continents. Ces plaques se déplacent à la surface de la Terre. La convection, le bouillonnement qui se produit sous les plaques, les fait se déplacer, entrer en collision et se séparer. C'est ce qui façonne la morphologie de notre planète. Les continents ont ainsi continué à dériver pendant des millions d'années. Mais revenons à un endroit de la Terre où notre ragoût brûlant serait sûrement le bienvenu, l'Himalaya. Car le fait que nous dérivions sur des croûtons n'explique toujours pas la présence de fossiles sur le toit du monde. Kann ich sagen, es gibt einen vereinfachten Modellversuch zur Bildung von Faltengebirgen und dann die Nummer erzählen? Ja? Okay, gut. Die Bildung von Faltengebirgen kann man sich natürlich durch einen einfachen Modellversuch erklären. Et ce, avec des serviettes de toilette représentant les dépôts alluviaux d'un océan primitif riche en fossiles d'animaux marins. Cette vaste étendue se situerait entre deux continents qui se rapprochent l'un de l'autre. Das eine soll Indien sein, das andere soll Asien sein. Beide kollidieren miteinander und der Ozean dazwischen wird aufgefaltet. Und so können wir erklären, dass wir Meeresfossilien weit über dem Meeresspiegel bis in Höhen von mehreren tausend Metern in einem Hochgebirge wiederfinden. Lorsque les plaques entrent en collision, il ne se forme pas seulement une montagne, mais aussi une barrière contre le vent et l'humidité. Elle provoque la pluie d'un côté et une sécheresse désertique de l'autre. Mais cela ne dure pas éternellement. Car les montagnes sont érodées par le soleil, le vent, la pluie et même l'air. Et les résidus sont entraînés par la pluie. Ils fournissent des nutriments indispensables aux êtres vivants de la planète et s'accumulent au fond des océans. À terme, ils formeront aussi la base d'une nouvelle montagne. Autrement dit, la Terre telle que les humains la connaissent aujourd'hui n'est qu'un instantané. Continents, mers et océans se déplacent en permanence. Et ce grand déménagement constant modifie les systèmes marins, l'atmosphère et la vie sur Terre qui sont tous étroitement liés. Et dire qu'il a fallu attendre les années 1960 pour prouver que c'est précisément tout ça qui fait de la Terre ce qu'elle est. The inside of the Earth has a lot of resources, and if you imagine the stew bubbling up, steam comes off of it, and it's the same on Earth. As you have volcanism from plate tectonics and from the movement of the surface of the Earth, you emit gases, carbon dioxide, water, very important gases for forming an atmosphere and allowing life to develop and thrive. Et ce ragoût géant est aussi ce qui distingue la Terre de sa voisine Mars.
plate tectonics allows the Earth to have liquid water on its surface and big oceans. On Mars, we don't see this because Mars has a solid shell. There is water inside of Mars, but we can't get to it, and it won't come out because the surface is so thick, the shell is so thick, it won't let the steam erupt, and that's why Mars is so dry and has such a thin atmosphere. La planète rouge est assez immuable, tandis que nous, les humains, nous évoluons et nous nous déplaçons en permanence sur Terre, en emportant tout ce que nous possédons. Mais d'ailleurs, où allons-nous précisément? Une chose est sûre, le bouillonnement du ragoût est pour le moins chaotique. Si les remous à l'intérieur de la Terre constituent son moteur, comment savoir où tout ça va nous mener? À une course infernale d'auto-tamponneuses incontrôlable? Wenn Kontinente verdriften, so muss zwischen ihnen neue Kruste gebildet werden. Dies ist vergleichbar mit Prozessen beobachtbar in einer Rolltreppe. Da kommen ja auch Segmente aus dem Unsichtbaren von unten hochgefahren. Diese Prozesse gibt es auch auf der Erde. Ce processus a lieu au fond des océans. Au sein de vastes chaînes de montagnes sous-marines appelées dorsales médio-océaniques, le magma, à savoir la roche en fusion, est poussé vers le haut depuis l'intérieur de la Terre, puis refroidi pour former un nouveau fond océanique. Et comme le magma continue de remonter, le nouveau fond marin s'étale toujours plus loin de chaque côté, à l'instar des marches d'un escalator qui sortent du sol. C'est ce qui écarte les continents les uns des autres. And every year, the continents are moving at about the speed that our fingernails grow. Or put another way, that's about 2.5 centimeters every year. So I'm from America, the middle part of America. I moved to Scotland, to Edinburgh, about a decade ago to start teaching here at the University of Edinburgh. That means over the course of that decade, the distance that I have to fly home to visit my family, it's actually grown by about 25 centimeters, by about a foot or so. Comme pour l'escalator, le fond de l'océan retourne dans certaines zones des entrailles de la Terre. A good way to imagine the ocean plate is to imagine a piece of paper on a table. If you push the paper to the edge of the table, it will start to sink down as the gravity pulls it off the table. De la même manière, le fond marin s'enfonce dans le manteau terrestre là où il le peut, jusqu'à ce que des morceaux entiers finissent par se détacher. C'est de cette manière que les fonds marins sont recyclés. Et les océans peuvent aussi se refermer. So you have this push at the ridges where it's produced, and this pull at these sinking zones at the edges of the ocean where the slab, the plate, sinks back into the mantle and is recycled, just like in the stew analogy. C'est donc par poussée et traction conjointe que les continents se déplacent. Et grâce à une multitude d'indices géologiques que nous ne savons déchiffrer que depuis peu, nous commençons enfin à comprendre quel itinéraire les continents ont pu emprunter. Et celui-ci est plus long que prévu. Inzwischen gehen wir von einem Superkontinentzyklus aus. Die Superkontinente bilden sich etwa alle 800 Millionen Jahre. Pangea war natürlich der letzte Superkontinent, aber davor gab es einige mehr. Zum Beispiel den Superkontinent Ur vor 3 Milliarden Jahren. Superkontinente haben einen enormen Impact auf die Oberflächenprozesse der Erde, auf die internen Prozesse in der Erde und natürlich auf die Evolution des Lebens. Bienvenue au bal des continents. La Terre a déjà connu 7 cycles de supercontinents. Et il est clair qu'un jour ou l'autre, tous les continents se réuniront à nouveau. Ces évolutions ne sont toutefois pas visibles à l'œil nu. Elles se font progressivement et sont extrêmement lentes. Plus encore que lui. Pour explorer le passé de notre planète, il suffit de se servir de ces différentes couches de roches comme télescope et de faire des prédictions à partir de ces observations. Que s'est-il donc passé sur Terre lors de la formation du supercontinent Pangée? Il y a 390 millions d'années, l'Allemagne était divisée en deux, tout comme la France d'ailleurs. Le nord des deux pays se trouvait sur un continent nommé l'Eurussia, tandis que leur sud se situait sur le Gondwana. Et au niveau de l'équateur, les deux pays se sont percutés au ralenti. On trouve encore aujourd'hui de la roche issue de cet assemblage géologique au nord-ouest de la Bretagne, mais aussi dans les massifs montagneux du Spessart, de l'Odenwald ou dans le Harz. Wir können an den Eigenschaften der Gesteine mithilfe unserer Untersuchungsmethoden nachweisen, wann der Zusammenprall der Pangea passiert ist, wie er passiert ist und welche Umweltbedingungen während dieser Zeit des Zusammenpralls
geherrscht haben. Pendant des millions d'années, les continents se sont fixés l'un après l'autre à la Pangée naissante. Une mosaïque de terre maintenue entre elles par des montagnes. Et c'est le même scénario qui se produira lors du prochain supercontinent. Die Verschweißung von Superkontinenten führt zur radikalen Veränderung von Lebensbedingungen. The climate was different, the temperatures were different, the weather patterns were different, the ocean circulation patterns were different, and even the composition of the atmosphere was different. During the early stages of Pangaea, when the supercontinent was coming together, there was much more oxygen in the atmosphere than today. So there were animals that could get really, really, really big because they could breathe in more oxygen. So you had dragonflies the size of pigeons. You had millipedes that were bigger than us. Un vrai paradis. Mais pourquoi tout est si différent sur un supercontinent? Comment expliquer l'évolution des conditions de vie? When all of the continents on Earth are gathered together in a supercontinent, this tends to cause extreme climates. And this makes sense because if you imagine the rain coming in from the east here, it can't reach into the center of the continent. So the center of supercontinents are generally very dry and arid and form into deserts. The equator would have been inhospitable. It would have been so hot and so nasty that hardly anything could have lived there. On either side of the equator, there were these very hot, very humid subtropical zones that some animals could live in, but still, they were very challenging places. This rain is also more extreme because it's coming off of a much larger ocean, even bigger than the Pacific. So it forms into these incredible storm systems. Pangaea really was a world of extremes, extreme storms, extreme weather. Enormous monsoon systems. They're called mega monsoons. That's what the geologists call them. It was a very difficult place to call home because there was great variability in climate, in temperature, and in environments across that supercontinent. Europe is actually quite close to the equator in Pangaea, so it would have been tropical rainforests for the vast majority of this period. These were the places where the first small, humble, primitive dinosaurs, the great ancestors of T-Rex and Triceratops, it was these areas that gave birth to those dinosaurs. But the world of the early dinosaurs was so different than the world of today. Il ne faisait donc vraiment pas bon vivre sur la Pangée. Les conditions de vie y étaient encore bien pires que ce qu'on peut imaginer. Voilà une bien mauvaise nouvelle, car le déplacement permanent des continents conduira forcément un jour à la formation d'un nouveau supercontinent. Au moins, nous en savons plus sur les forces motrices qui entrent en jeu et leurs mécanismes. Nous savons aussi où les océans s'élargissent et lesquels se rétractent. Nous pouvons aussi évaluer la durée de ces longs processus. Mais cela suffira-t-il pour savoir précisément où se situera le prochain supercontinent? Et quelles conditions de vie y régneront? What that supercontinent will be like, what that world will be like, depends where that supercontinent is. Will it be centered on the equator? In other words, would it be a very hot supercontinent? Would it be centered on one of the poles, which would make it a more cold supercontinent? L'Amasie n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Si l'on sait où chercher, on découvre alors tout un tas d'indices sur le futur de la Terre. L'Afrique continue de dériver en direction de l'Europe. La Méditerranée s'asséchera, car le détroit de Gibraltar se referme. Mais rassurez-vous, pas besoin de changer la destination de vos prochaines vacances, ça n'est pas pour tout de suite. Le Pacifique, lui, ne cesse de rapetisser, car le recyclage du fond de cet océan est déjà en cours. La mer Rouge, quant à elle, est encore au stade de bébé océan. Connaîtra-t-elle la même évolution que l'Atlantique, qui a lui aussi commencé tout petit? The time between now and when the next supercontinent will form is such a long period that uncertainties begin to creep in about how continents will change direction over time and why they'll change direction. And so there is various scenarios as to what the next supercontinent will look like. And the most likely of these scenarios is the Pacific Ocean will close. We have here the Pacific. So in the Novo Pangea scenario, Australia continues to drift north and collides with China, and the Americas both move gradually to close the Pacific Ocean and form Novo Pangea, which is a large supercontinent focused on the equator. Mais il existe encore d'autres scénarios. À Lisbonne, on a sans doute déjà ressenti les signes d'un changement dès 1755. À l'époque, un grand tremblement de terre avait secoué la ville, alors que cette zone en avait jusque-là toujours été épargnée. On suppose que ce violent séisme
était le signe que la croûte océanique de l'Atlantique commençait à s'affaisser et que l'océan se refermait. Si c'était effectivement le cas, cela entraînerait à terme la formation du supercontinent Orica, dont le cœur serait constitué de l'Amérique et de l'Australie. Orica would also look quite similar to Pangaea, although it would be a much more round continent where Pangaea is more C-shaped. And again, the interior would be very dry. Ce programme, élaboré par Anna Davis et ses collègues, y prévoit des températures moyennes nettement supérieures à 40 degrés. Seul le climat régnant sur le littoral équivaudrait à celui du Brésil actuel. We can imagine which types of plants and animals might live on a really hot supercontinent. Imagine this by looking both at today's world to see what types of plants and animals live in hot places, but also in the fossil record when there have been, say, times of global warming. What we see is that oftentimes when temperatures spike, when temperatures rise, many animals get smaller. So we might expect animals to be, in general, smaller on a hot supercontinent. Also, a hot world is a one where lots of reptiles and amphibians, more cold-blooded animals, have a better chance of surviving. Ça donne pas trop envie d'y aller non plus. Ne serions-nous pas mieux en Amasie? This supercontinent will form almost entirely on the North Pole. So the vast majority of the continent would have very large ice sheets. Les courants marins n'achemineraient plus d'eau chaude vers le nord, et la glace des glaciers renverrait la lumière du soleil vers l'espace. Deux phénomènes qui contribueraient au refroidissement de la planète. There is periods in Earth history where we've had glaciations or glacial periods lasting for hundreds of millions of years, and this would also happen on Amasie. The continent would remain frozen probably until it broke up. Avant la Pangée, la Terre était entièrement glacée et tournait autour du soleil telle une boule de neige. Les conditions de vie ne seraient certes pas aussi extrêmes en Amasie, mais notre planète serait plutôt hostile. Beaucoup de neige, peu de terre fertile. Qui pourrait donc supporter ça? We probably want to start thinking about the most recent ice age, when Edinburgh, where I am right now, was covered with a mile-thick ice sheet. And what was the world like then? Animals generally were bigger. A lot of animals had a whole lot of hair and a whole lot of fur. That's why there were woolly mammoths and woolly rhinoceroses and all these other megafaunas. Laissons de côté un instant les mammouths et intéressons-nous au sort des humains. Ceux-ci se prélasseront-ils un jour sur les plages brésiliennes d'Orica ou erreront-ils plutôt sur les glaciers de l'Amasie? Une chose est certaine, depuis que l'Homo sapiens parcourt la Terre, l'Atlantique s'est élargi d'environ 7,5 km, à raison de 2,5 cm par an. Au cours de la vie de notre espèce, notre planète a donc relativement peu changé. For much of our planet's history, we could not have lived on it because we would have been irradiated, we would have been bombarded by asteroids, we would have been asphyxiated by the atmosphere. It's only very recently that this Earth has become an Earth that we can make a safe home out of. Les humains, eux, ont beaucoup évolué durant ce court laps de temps. Mais qui sait à quoi notre espèce ressemblera dans 3, 30 ou 300 millions d'années? Et quelles conditions de vie nous conviendraient le mieux? If we continue to evolve as the planet evolves too, then maybe some distant ancestor of humans would be roaming around on Orica or Amasie. Throughout human history, we have lived during times that have been hotter and in areas that have been hotter, and during times like the Ice Age that have been colder. So I have no doubt that humanity can adapt to these potential future worlds as long as we have enough time to do so, which we will because it takes millions and millions of years for supercontinents to come together. Bon, rien n'est moins sûr. Notre bonne vieille planète nous réserve donc encore bien des surprises avec sa tectonique des plaques. Et le ragoût à l'intérieur de la Terre continuera de mijoter, même sous les supercontinents. Pour rester dans le thème, la chaleur s'accumule sous les continents comme sous des crêpes. De quoi exercer une pression sur la croûte terrestre qui s'est déchirée il y a environ 252 millions d'années à l'emplacement de la Sibérie actuelle. These volcanoes were like somebody slashed the earth open with a giant machete. And for hundreds of thousands of years, maybe even millions of years, the earth bled lava. So much lava that it covered
more than the entire land area of modern-day Europe. Just imagine that much lava. En d'autres termes, d'énormes quantités de dioxyde de soufre et de CO2 se sont libérées. Cela n'a pas seulement modifié la composition de l'atmosphère, mais aussi augmenté fortement la température moyenne ambiante. And it happened so quickly, and it was so extreme, that it caused the oceans to become acidic. It caused the oceans to lose oxygen. It caused the land to be completely reshaped. And this led to a mass extinction, the biggest extinction in the entire history of the Earth, the closest life has ever come to totally dying out. 95% des créatures marines et 70% des animaux terrestres se sont ainsi éteints pour toujours. Et pendant plusieurs millions d'années, le calme a régné sur Terre. Man kann es vergleichen mit einem Bus des Lebens. Bestimmte Lebensformen steigen aus, andere steigen ein. Die die Umweltbedingungen, die neu herrschen, tolerieren, bleiben im Spiel, der Rest muss aussteigen. Jede Lücke wird gnadenlos nachgefüllt. En définitive, cette super catastrophe sur le supercontinent a pour ainsi dire servi d'incubateur au royaume des dinosaures. So in many ways, that terrible extinction, as brutal as it was, it reset evolution. It led to the world being replenished. And in that way, not just mass extinctions, but the supercontinent cycle of land moving around and volcanic eruptions occurring, these things can replenish and rejuvenate life over time. Le déplacement permanent des continents censé permettre la vie sur Terre peut soudain changer de direction et aller vers une toute autre destination, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur les chances de survie de nos descendants. Alors, serons-nous amenés à déménager un jour sur le supercontinent Amasie? C'est possible. Dans ce cas, nous nous y installerons probablement dans environ 300 millions d'années. À moins que les continents à la dérive nous conduisent ailleurs. Reste à espérer que la vie sur notre planète continue à trouver des moyens de s'adapter aux nombreux bouleversements qui l'attendent dans le futur. So even if things look quite dire for the next supercontinent, either frozen over or boiling hot, there is opportunities for the future. Plate tectonics doesn't stop at the next supercontinent. There's probably going to be at least a couple more supercontinent cycles. So we think that the Earth is probably going to be habitable for at least another 1.5 billion years. Un sacré périple attend donc les continents. Et quelle chance pour nous d'être tombés sur une période aussi favorable.